Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, devrais-je dire, d'accueillir Geoffrey Dorn. Geoffrey, vous le connaissez certainement, il est designer, bien sûr, mais il est aussi speaker. Il est très actif sur Twitter, je pense, et il a fait pas mal de conférences. Il a également un blog qui s'appelle graphisme.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc bonjour Geoffrey. Salut Laurent. Ça va bien ? Bah écoute, ça va, il fait beau. C'est un plaisir d'être là avec toi pendant une petite heure, donc c'est plutôt chouette de pouvoir. Je vais essayer de répondre au mieux à toutes tes questions sur l'UX, l'UI, le design, tout ça. On va pouvoir échanger. Voilà, merci. Alors, j'explique à nos auditeurs qu'en fait, cet enregistrement est. Tu te trouves directement à Lyon et moi je suis proche de Paris, et donc il y a un petit décalage au niveau du son. On va essayer, j'espère que l'enregistrement sera correct. Donc Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Alors je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer depuis presque 14 ans maintenant, designer indépendant. Et actuellement, j'ai toujours été indépendant, donc voilà, je reste indépendant. Je travaille sur pas mal de projets, on va dire des projets sociaux, des projets design à vocation sociale, l'engagement. Et donc voilà, je fais de l'interface, je fais du graphisme, je fais de l'identité, je fais des livres, des affiches, du conseil. Je travaille sur le legal design aussi. Enfin voilà, j'ai plein de casquettes différentes autour du design. J'enseigne également. J'ai créé une formation aussi. En design pour des jeunes décrocheurs, enfin, je fais des conférences, un peu tout ça, quoi. Voilà. D'accord, donc vraiment le design au sens large du terme, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, au sens large. Les trucs que je fais pas, c'est des objets, des meubles, des objets, de l'architecture, tous ces trucs, je le fais pas. Je fais pas de voiture, je fais pas de publicité, je fais pas de marketing. Tous ces trucs-là, c'est pas dans mon créneau, on va dire. D'accord, mais il me semble que je crois sur Twitter ou sur Instagram, tu disais que peut-être tu te mettrais à faire des objets ou. Alors des objets, si c'est des objets utiles, pourquoi pas. Mais bon, le jour où je trouve quoi faire en objet, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je ne le fais pas encore. Et puis si je dois me mettre à faire ça, je m'entourerai des bonnes personnes qui ont déjà les compétences, je pense. D'accord. Ok. Est-ce que tu as une société, je crois. Comment tu travailles avec les gens? Qu'est-ce que tu leur apportes, voilà. Alors, en fait, c'est assez simple, hein. Moi, j'ai gardé, on va dire, le statut de freelance pendant longtemps. Et puis, il y a quelques années, j'ai créé mon atelier. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Design and Human, qui a mon nom, et qui est une SASU, donc une SAS unipersonnelle, qui me permet d'avoir on va dire, une embarcation. Avant, j'avais une petite barque, et maintenant, j'ai un bateau un peu plus gros pour pouvoir aller un peu plus loin en mer, et pour pouvoir aussi me frotter à des îles un peu inconnues, travailler avec des clients différents, travailler avec des ONG, etc. Chose qui est parfois difficile à toucher quand on est juste freelance à la Maison des Artistes ou auto-entrepreneur, par exemple. Pour ma part, j'étais à la Maison des Artistes. Et en fait, aujourd'hui, quand je me fais contacter par des clients, c'est souvent quand ils ont vu mon travail auparavant. Donc je travaille pour des structures qui travaillent autour des réfugiés, donc parce qu'ils ont vu mon engagement autour des réfugiés. Je travaille sur des projets aussi autour de l'écologie, parce qu'ils ont vu quand j'ai pu bosser pour Greenpeace ou d'autres trucs comme ça. Et là, actuellement, je travaille pour des sujets un peu parfois autour de l'effondrement, de la collapsologie, des trucs un peu comme ça, on va dire de l'ère d'Anthropocène, avec une association par exemple qui s'appelle Adrastia, qui s'occupe de ça. J'ai travaillé pour Yggdrasil, qui est un magazine sur l'effondrement, etc. Donc c'est des thématiques qui sont que j'essaye de porter, et puis après je me fais contacter pour travailler autour de ces thématiques.
Et là, actuellement, le sujet qui occupe pas mal de temps dans mon travail, c'est des questions de design légal. Donc, c'est comment aujourd'hui on peut éviter par le design, et je travaille avec des avocats, des juristes, etc., évidemment, les questions de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, comment on peut rendre Ah oui, aussi plus limpide et plus clair des CGV, des CGU, des contrats de vente, des contrats d'embauche, etc. Justement pour d'accord. qu'on ne manipule pas les gens et pour qu'au contraire ce soit clair, simple et que ça puisse, on va dire, être utilisé à bon escient. Voilà. D'accord, ok, c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que, à part des blocs de texte, les CGU, CGV, c'est pas très intéressant. Et puis, Exactement. personne les lit. Et donc, c'est vraiment un sujet effectivement intéressant. J'espère que tu en parles sur graphisme.fr. J'en Tu ai mets pas des encore exemples. parlé. J'en ai pas encore D'accord. parlé parce que c'est un sujet assez récent. Là, je viens à peine de commencer à travailler dessus. C'est très technique comme sujet parce que faut que ce soit correct et juste d'un point de vue légal. Et en même temps, c'est aussi un sujet dans lequel on peut se permettre de l'expression graphique, on peut se permettre, on va dire, de faire passer un message visuel. Donc c'est aussi Hum. intéressant, mais je pense que j'en parlerai prochainement pour expliquer un petit peu ce que c'est. C'est assez nouveau en fait, à vrai dire. D'accord, ok, très bien. Et une question qui m'intéresse, c'est comment que ça se fait, comment que t'es arrivé au design, comment que tu es devenu designer? C'est une bonne question. Alors, euh, pour, euh, pour la faire simple, j'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant. Hein, voilà, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis, ouais, vraiment depuis tout petit, j'ai toujours dessiné. Encore aujourd'hui, je dessine. Ça va faire 34 ans que je dessine, enfin un peu moins, mais voilà, une trentaine d'années que je dessine, on va dire. Et puis, vers l'adolescence, un peu avant, j'ai eu des ordinateurs assez jeunes. Et donc, bah, j'ai pas mal bidouillé aussi sur les ordinateurs. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais au collège, puis après au lycée, etc., à coder, à aller sur Internet, à bricoler pas mal de trucs. D'accord. Et puis quand on m'a demandé ce que je voulais faire quand je serais grand, tu sais, la fameuse question quand tu es au lycée sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard après ton bac, moi je me suis dit, ok, je veux continuer de dessiner et de faire de l'ordinateur. Et en fait, j'aimais bien, on va dire, tout ce qui est graphisme, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais faire une école de design, une école D'accord. d'art et design. J'ai cherché la meilleure, enfin ce que je pensais être la meilleure en France, en me disant, bon, alors c'est quoi le top du top pour les écoles? Et j'ai vu qu'il y avait les arts décoratifs de Paris. Je me suis dit, ah, bah, ça a l'air vraiment bien. Donc j'ai D'accord. postulé au concours, j'ai fait toutes les épreuves du concours, j'ai réussi le concours. Et puis après, pendant 5 ans, on va dire que j'ai forgé mes armes là-dessus pour apprendre la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, le graphisme, la typo, les livres, les affiches, l'animation, la vidéo, enfin vraiment tout, la photo, etc. D'accord. Puis le numérique aussi, bien sûr, la programmation. À l'époque, on faisait du Flash encore, etc. Donc j'ai vraiment mis 5 ans de ma vie à faire ça tout le temps. Et après, toujours dans ma formation, bah, j'ai commencé un travail de recherche en design au sortir des Arts Déco. Pendant 2 ans, j'ai été chercheur en design par la suite. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné cette envie-là, c'était de me dire, en fait, je veux pouvoir continuer de faire du graphisme, du dessin, de l'illustration, etc. Et aussi faire du numérique, travailler le matériau numérique comme un matériau à part entière. D'accord, ok. Ah oui, intéressant. Tout à l'heure, tu commençais à parler du X et du Y. Et qu'est-ce que ça représente pour toi au sein de ton travail aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour moi, au sein de mon travail, enfin, on va dire au sein même de la relation avec les gens, leur imaginaire, les clients, etc. C'est pas forcément des mots qu'ils emploient, UI, UX. Certains clients ont entendu parler de user experience sans forcément savoir ce que ça veut dire derrière. C'est assez intéressant. Donc c'est un peu la baguette magique du moment, c'est ce terme-là. C'est assez bizarre. Il y a quelques années, ils voulaient du design thinking. Voilà, ils voulaient ça un peu partout. Maintenant, pour être assuré, ils demandent si on fait de l'UX design. Alors on dit oui, on fait du UX design, comme si c'était un genre de gage de réassurance pour les clients. Euh, et évidemment, pour moi, tout ça, c'est du design, que ce soit du design d'interface graphique. Donc ça veut dire d'utiliser des éléments visuels et interactifs pour faire passer un message, pour faire passer une fonction, pour faire passer un usage. Mhm. Et la user experience, c'est aussi le fait d'utiliser, on va dire, des compétences qui sont afférentes au design pour faire passer, là encore, une expérience, un message et une attitude à ses utilisateurs.
Donc pour moi, tout ça, ça reste du design, évidemment au sens large et au sens noble du terme. On est obligé de le définir aujourd'hui parce qu'il y a plein de branches et de sous-branches et de sous-sous-branches dans le design, parce qu'il y a une spécialisation aussi du métier. Oui, tout à fait, absolument, ouais. On a beaucoup de spécialisations. Enfin, toi, tu dois le voir avec tous les designers que tu fréquentes. Voilà, il y a des hyper spécialisations avec des lead designers, avec des designer managers, avec des designers qui font que du merchandising ou que de la PAO ou que du graphisme, Ouais, des absolument, ouais, logos, tout à fait, etc. oui, absolument. Donc en fait, ça segmente beaucoup et donc bah voilà, aujourd'hui il y a des jeunes qui sortent d'école qui se disent UI et UX designer parce que c'est ce que le marché attend derrière. Moi pour ma part, je dis juste que je suis designer parce que pour moi ça c'est inclus dans le package de designer que de faire des interfaces, que de faire du graphisme, que de faire des expériences, que de faire tout ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est surtout un terme qui est intéressant parce qu'il va soulever pas mal de choses complexes et ça permet de mettre des mots aussi sur des pratiques qu'on avait auparavant, mais qui n'étaient pas forcément faciles à développer, à expliquer, à Absolument, ouais. décrire. Ouais. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que voilà, il y a des théories sur l'UX, il y a pas mal de littérature, des conférences autour de ça, donc ça vient enrichir, on va dire, le design. D'accord, ok, très bien, merci. Alors, le sujet que donc nous allons parler aujourd'hui avec Geoffrey, c'est donc ce que toi tu appelles le design engagé. Et donc, peut-on s'engager quand on est designer? Alors, je te laisse un petit peu développer, Geoffrey, pour que tu nous expliques qu'est-ce que tu entends par le design engagé et comment un designer peut s'engager, etc. Voilà. Bah, c'est un chouette sujet, je suis content de pouvoir le partager avec toi. Pour moi, par essence, le design se doit d'être engagé. C'est mon parti pris, c'est mon regard, voilà, c'est ma façon de voir le design. Quand on travaille le design, on fait faire des choses à des gens, on leur fait comprendre des choses, on leur montre des choses, on leur fait cliquer à des endroits, on leur fait apprendre des choses, on leur fait prendre des décisions, on les aide Mhm. parfois à prendre des décisions, etc. Donc on a quand même des responsabilités en fait sur nos utilisateurs, sur les gens pour qui on travaille, sur les gens qui vont Absolument, ouais. utiliser nos interfaces et nos objets et qui voient nos images peut-être parfois au quotidien. Et donc ça pour moi c'est quand même des grandes responsabilités. Parce que voilà, si on fait une mauvaise interface ou un truc qui va venir capturer le temps des gens et au lieu qu'ils passent 5 minutes par jour, ils vont y passer 20 minutes ou une demi-heure, ça peut avoir des conséquences assez notables en fait. Et aujourd'hui, pour moi, le design se doit d'être engagé pour se dire je suis responsable, donc je prends des engagements envers les gens pour qui je travaille, mes utilisateurs. Et donc, j'essaye de tenir, on va dire, certaines promesses, certains engagements, certaines valeurs, une certaine éthique, une certaine approche pour justement rester, on va dire, mettre les valeurs que l'on porte soi-même au sein de son approche du design. Je te prends un exemple. Hier Oui, encore, j'étais sur Skype, j'avais une jeune qui venait d'être diplômée d'une école de design et qui est spécialisée dans le motion design. Et elle voulait me d'accord. parler, elle s'appelle Marine, elle voulait échanger avec moi sur l'engagement, elle voulait devenir, sur les questions éthiques, elle voulait utiliser son savoir-faire en tant que jeune diplômée pour des ONG, des associations, pour des petites structures qui n'ont pas forcément d'argent et de ne pas utiliser le motion design dans la publicité. Parce que pour elle, elle me disait que ça détruit la planète, que écologiquement la publicité c'est pas bien, qu'on fait acheter des gens, on fait acheter des choses à des gens, etc. Qui sont parfois inutiles. Et donc elle se dit non, moi je veux utiliser mes compétences de motion designer que j'ai acquises pendant mes études pour des associations, des écoles parfois, pour la pédagogie, etc. Donc elle Donc, me demandait, j'essayais il de y réfléchir a un avec elle comment discours. elle pouvait faire. Ouais, il y a un vrai excuse-moi, il y a un vrai discours derrière, c'est intéressant. Je sais pas, tu rencontres souvent ce type de profil Bah, moi, la majeure partie de mes étudiants sont avec cette optique-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte ils se rendent compte déjà du monde dans lequel ils vivent, avec, enfin, tu vois, j'ai parlé des trucs basiques, mais le réchauffement climatique, le déclin des espèces animales, toutes les espèces endémiques qui disparaissent, etc., etc. Donc en fait, il y a d'accord. beaucoup de choses qui les inquiètent, qui les perturbent, qui leur fait se sentir mal. Et pour eux, ils se sentent responsables de ça. Il y a une espèce de côté responsable dans leur pratique, leur métier. Et donc, ils se disent, voilà, ok, j'ai encore la liberté de pouvoir agir et d'utiliser mon métier pour différentes choses. Et donc,
ça va être pourquoi. Et donc, chacun de ces étudiants que je côtoie, que je rencontre, et même aussi parfois des jeunes professionnels, ont des engagements, chacun a des engagements, pardon, et que ce soit des engagements sur les droits des femmes, sur l'écologie, sur le végétarisme, sur les droits des animaux, sur les populations réfugiées, enfin voilà. Ils ont tous des choses qui les animent, qui les motivent, qui les révoltent, qui les énervent, qui les stimulent, etc. Et demain, ils se disent, voilà, comment je vais utiliser ce qui me révolte, ce qui m'anime dans mon métier. Et comment je vais utiliser mes compétences au profit de tous ces trucs-là. Et donc, moi, c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant. Et puis, c'est ce que j'essaie aussi d'inviter les gens à faire. Alors, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, de ses contraintes de vie, de tellement de facteurs que personne ne peut dire fais du design social et ne fais rien d'autre. Parce que voilà, chacun essaye déjà de se nourrir, d'avoir un toit sur sa tête, de pouvoir nourrir sa famille, de faire ce qu'il peut déjà. Et à partir de là, si on arrive en plus à aller travailler pour ses engagements, pour ses valeurs, pour aider l'autre, ça rend le design utile en fait. Et ça, je pense que c'est ça pour moi un design engagé, c'est un design qui est déjà utile, pas forcément utilitariste, mais qui s'engage aussi pour l'autre en fait, qui est pas on va dire, dans le designer qui est starifié, qui est célèbre, etc., qui est pas non plus dans le design consumériste ou qui va venir rendre les gens accros à des trucs, mais au contraire qui va peut-être libérer les gens, qui va dire voilà, je veux faire un design pour émanciper les gens, pour émanciper mes utilisateurs, pour les rendre plus adultes, plus intelligents, plus compétents, plus empathiques, etc., etc. Et donc cette étudiante, c'était quoi ça? Donc tu as expliqué sa démarche et elle t'a demandé donc des conseils. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans l'échange avec elle? D'abord, elle m'a expliqué un peu sa démarche. Elle m'a demandé si je pensais que c'était bien qu'elle s'oriente là-dedans, parce que justement aujourd'hui le motion design il est beaucoup utilisé pour la publicité, pour du merchandising, etc. Et donc voilà, elle avait des doutes là-dessus et après elle s'est dit mais comment je vais gagner ma vie quoi, comment je vais pouvoir gagner un peu d'argent pour manger, pour payer mon loyer, etc. Donc ça, elle était un peu inquiète là-dessus. Et après, c'était aussi comment trouver des clients, comment trouver des ONG ou des associations ou des petites structures ou des petites entreprises avec des valeurs pour essayer de mettre à profit ses compétences. Et donc j'ai essayé de lui apporter 2-3 clés, pas forcément voilà ce qu'il faut faire, mais moi j'ai plutôt donné le témoignage de moi comment je fais. Chacun adapte à sa situation évidemment, mais j'ai essayé de lui proposer de se dire que déjà en fait il faut pas imaginer son métier comme un outil de croissance perpétuelle, mais juste un outil d'équilibre, de se dire voilà, plus j'ai besoin d'argent, plus je vais devoir travailler, et plus je vais devoir travailler, plus ça va on va dire, c'est une espèce de course exponentielle à la croissance. Donc j'ai déjà dit, regarde ce dont tu as besoin. Tu as besoin de dormir, tu as besoin d'avoir un toit sur ta tête, tu as besoin de manger, tu as besoin d'avoir une vie sociale, ok. Donc déjà, c'était les besoins que tu as. Et à partir de là, combien, d'un point de vue économique, combien ça peut te coûter, qu'est-ce qui te coûte de l'argent, etc. Et si tu arrives à cet équilibre-là, le reste, c'est du temps libre. Et ce temps libre, tu vas pouvoir le mettre à profit pour faire des projets, pour on va dire, développer tes activités non-profit, donner son temps, tout simplement. Et en fait, c'est un équilibre entre le temps libre, entre combien d'argent on peut gagner pour répondre, on va dire, à ses besoins de base, et aussi de se dire, voilà, à quel moment je dis non, à quel moment je m'arrête aussi, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. On peut aussi parfois mettre pause, dire non merci, je veux pas travailler sur ce projet, ou alors non, j'en ai assez là pour l'instant, et je veux consacrer mon temps à faire d'autres trucs. Et ça c'est important en fait, donc c'est pour ça que je lui ai dit ça, c'est aussi parce que dans l'échange que j'ai eu avec elle, j'ai compris qu'elle travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, et je dis quitte à donner beaucoup d'énergie, autant que ce soit dans des trucs dans lesquels elle croit, quoi. Parce que ce sera d'autant plus motivant, d'autant plus stimulant que d'aller vers là. Tout à fait. Et donc là, justement, tu parlais de son engagement. Et du coup, toi, jusqu'où un designer peut s'engager? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un maximum? Bon, après, tu t'en parlais un petit peu par rapport aux besoins que l'on a. C'est intéressant jusqu'où on peut s'engager. À mes yeux, il n'y a pas c'est pas proprement lié au design, hein. Je pense que chaque profession peut aussi, en tout cas beaucoup de professions peuvent aller porter des engagements autant que faire se peut.
Je pense que c'est chacun qui va proposer ses propres limites, on va dire d'un point de vue de la fatigue, d'un point de vue financier, d'un point de vue social, d'un point de vue de l'engagement personnel. Il y a des gens qui passent leur temps à aller en gros au charbon, comme on dit, d'autres qui ont besoin parfois de respirer un peu, de se faire des pauses et de se dire ok, je reprends mon souffle et je recommence. Et il n'y a pas non plus d'engagement minimum. Déjà, quand je vois des designers qui se posent pas toutes ces questions et qui parfois se disent bah voilà, tiens, je suis passé sur une banque coopérative, ou alors j'imprime tout mon truc sur du papier recyclé, ou alors bah, j'ai arrêté de faire tous mes repas à l'extérieur dans des restos et je me cuisine ma gamelle quand je vais au travail. Enfin, des trucs tout bêtes en fait. C'est des micro-engagements, c'est des petits trucs. Et on se dit, bon, bah voilà, c'est un début de démarche de réflexion, c'est un début de quelque chose. Parfois, c'est aussi de faire des tarifs beaucoup plus réduits pour on va dire, pour soutenir des causes, etc., voire leur faire gratuitement. Bah, en fait, tout ça, pour moi, c'est des engagements. Voilà, il n'y a pas de petits engagements. Ça reste des engagements qui sont tous notables, nobles et qui aussi permettent on va dire, d'aller dans la direction, en fait. Parce que c'est facile demain, si je suis milliardaire, bon bah voilà, je vais faire que des projets non-profit, je vais aller faire, on va dire, utiliser l'intégralité de mon temps pour donner ce temps et donner de l'argent à des fondations, des trucs comme ça. Ça, c'est facile. Sauf que la vie, on va dire, des vrais gens normaux, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus terre à terre. Et cette approche-là, je pense elle se fait chacun petit à petit, à une juste mesure, chacun son rythme aussi, et qu'il n'y a pas de rythme imposé pour s'engager, que ce soit avec ces outils de designer, mais aussi avec toutes les autres compétences qu'on peut acquérir. C'est pas parce qu'on est designer qu'on sait rien faire d'autre à côté, ou qu'on n'est pas altruiste, et c'est pas parce qu'on a un autre métier qu'on peut pas s'engager non plus, quoi. D'accord. Et justement, tu parlais du rôle du designer, et quelle est sa marge de manœuvre en fait par rapport, ça peut être si le designer travaille dans une agence ou même dans un grand groupe, des choses comme ça, est-ce qu'il lui peut avoir une marge de manœuvre par rapport à son engagement ou par rapport à la politique de l'agence ou de la société? Ça, c'est pareil, c'est une question qu'on me pose parfois, et je te remercie de me la poser. Quand on est freelance, on se dit, bon, bah voilà, je suis freelance, entre guillemets, je travaille pour qui je veux et je suis libre. C'est pas le cas, hein. J'ai plein d'amis freelance qui travaillent, quand ils travaillent, ils sont contents parce que c'est difficile de trouver des contrats, il y a beaucoup de concurrence, etc. Et à l'inverse, quand on est en agence, on se dit, c'est bon, j'ai mon salaire tous les mois, et puis roule jeunesse. Et en fait, c'est pas du tout non plus comme ça. Parce que bah voilà, on a des projets, on a la pression, on doit travailler tous les jours au même endroit, avec les mêmes clients, avec les mêmes personnes. Là aussi, c'est des pressions. Pour moi, l'important dans tout ça, c'est déjà la première démarche, c'est d'arriver à dire non. C'est le plus difficile, c'est déjà de refuser. De refuser de travailler pour certains clients, même en agence, parfois c'est possible d'expliquer pourquoi on souhaite ne pas travailler alors, pour tel ou tel client, mais qu'on veut bien faire d'autres projets, parce que tout simplement, bah, parfois c'est hors de ses limites, hein. J'ai un ami là comme ça dans son agence, il devait travailler pour Philip Morris. Il a réussi à expliquer pourquoi il ne souhaitait pas travailler pour Philip Morris. Et c'est difficile, c'est délicat, mais avec un peu de pédagogie, de tact et d'explication, c'est possible. Et si demain votre patron il vous dit parce que vous ne voulez pas travailler pour une entreprise qui tue des enfants, des jeunes, des adultes, qui fait des cancers à tour de bras, bon ben voilà, jusqu'où le jeu en vaut la chandelle. Ça, c'est des questions pareilles qui sont personnelles. Et pour moi, en effet, le premier pas d'engagement, c'est déjà d'arriver à dire non. Que ce soit non à des clients, non à des business models de certains clients, non à des démarches parfois pernicieuses sur le fait d'agripper les utilisateurs, de voler leur vie privée, d'utiliser tel ou tel type de matériaux, etc. Donc et quand on dit non, il faut proposer des choses en face. Évidemment, dire non, c'est un début, mais après, faut dire voilà, non, je veux pas, mais on peut faire autrement, on peut faire autre chose. D'accord. Ouais, Okay. Parce que là, moi, j'ai refusé. Enfin, je refuse encore des trucs. Bah, évidemment, j'ai refusé de bosser pour Total, j'ai refusé de bosser pour Unilever, j'ai refusé de bosser pour 2-3 trucs un peu comme ça. Et après, parfois, c'est des boîtes qui sont beaucoup moins connues, mais qui ont des modèles économiques qui sont basés sur la récupération des données des utilisateurs pour des fins marketing. Et ça, je leur dis, soit vous changez votre modèle économique, soit on ne travaille pas ensemble, parce que c'est pas possible. On aura beau faire
tout ce qu'on veut, du greenwashing, du ethic washing, du engagé washing, tout ce qu'on veut. Le fond n'est pas bon en fait, leur modèle n'est pas bon, donc à partir de là, ça marche pas. Tu parlais tout à l'heure d'engagement et pourquoi le design devrait être un outil d'engagement, entre parenthèses, social pour moi, c'est une réponse à la futilité du design. En gros, quand on parle du design à des gens, le design, ça sert à rien. Hein. C'est là pour faire des voitures, c'est là pour faire joli, c'est pour faire vendre des beaux produits, etc., etc. Et donc, en apparence, le design pourrait ne servir à rien. Et de dire comment on justifie qu'aujourd'hui, on puisse être designer dans un monde qui s'écroule, qui s'effondre, qui connaît des inégalités croissantes, qui est douloureux pour pas mal de gens. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser le design pour essayer d'amoindrir ça, on va dire d'accompagner, d'aider, de valoriser la biodiversité, etc. Et si on n'utilise pas le design pour ça, pour moi, ça sert à rien de faire du design. Si ce n'est pour s'amuser ou s'occuper sur son temps libre et faire mumuse, quoi, en gros. Pour moi, c'est un impondérable. Sinon, le design ne devrait pas exister. Sinon, c'est pas du design, c'est autre chose. C'est du marketing, c'est du consumérisme, c'est tout ça. Mais en tout cas, c'est mon approche personnelle là-dessus. On pourra me dire tout l'inverse, je l'entendrai avec aucun souci. Mais en tout cas, pour moi, l'utilisation du design doit aller dans ce sens-là. Parce que sinon, le continuer à utiliser le design pour faire des beaux objets, pour les vendre toujours plus cher à des gens qui ont toujours moins d'argent, c'est pas le modèle de vie que je veux. Donc, étant designer avec mes compétences de designer, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai ces outils-là qu'est-ce que je fais avec, quoi. Et je sais rien faire d'autre que du design, donc il va falloir que je me débrouille avec ça. Et aujourd'hui, justement, le design, ce qui est intéressant, c'est qu'il est souvent transversal, il peut s'appliquer à quasiment tous les corps de métier, il peut s'appliquer à tous les domaines différents. Il est autant dans l'image que dans l'expérience, que dans la compréhension, que dans, on va dire, la pédagogie, que dans la politique, etc., que dans la société. Donc le design, on peut vraiment le glisser, le placer partout, et c'est ce qui fait sa force, sa richesse. C'est ce qui fait aussi que aujourd'hui, quand je parle d'engagement dans le design, c'est justement qu'il n'y a pas un type d'engagement, il y en a des centaines de milliers, et que chaque designer, en fonction de ses engagements personnels, peut utiliser le design à profit pour ses engagements personnels, parce que c'est un super outil. Donc, Geoffrey, tout à l'heure, tu parlais du UX et du UI. Est-ce que pour toi, l'UX peut être également une voie qui engage les utilisateurs aujourd'hui ? Alors, je pense que ça peut être en effet un panel d'outils, un processus assez vaste dans lequel on peut aller piocher pour accompagner, on va dire, les utilisateurs qui souhaitent déjà s'engager à le faire d'une façon peut-être plus efficace, qui corresponde mieux à leurs besoins, à leurs envies, à leurs envies de s'engager. Et quand on voit aujourd'hui que la plupart des engagements des groupes, etc., des mouvements se font sur Facebook, par exemple, on peut se dire que c'est un peu dommage parce que ça reste quand même une plateforme propriétaire avec des comportements sociaux pas toujours terribles et une espèce d'îlot un peu séparé et qui tient à contenir les gens. Je pense qu'on a une utilisation de l'UX qui peut se faire, on va dire, pour accompagner d'une meilleure façon les utilisateurs dans leurs engagements. Je pense par exemple à un projet sur lequel j'ai travaillé récemment avec peut-être une structure que tu connais bien qui s'appelle Framasoft. Je ne sais pas si tu connais Framasoft. Non, pas. Moi je connais de nom parce que je crois qu'ils créent des logiciels, c'est ça, non ? Exactement, ouais, c'est ça. Framasoft, c'est une association qui justement s'oriente autour du logiciel libre et qui propose pas mal d'alternatives comme le Framapad, le Framadrop, le Framacalc, etc. Et avec cette association, on a bossé sur un projet qui s'appelle Mobilizone. C'est l'équivalent d'un Meetup, d'un site comme Meetup ou comme tous les Facebook événements. Sauf que c'est open source, c'est respectueux de la vie privée. Et dans l'expérience utilisateur qu'on propose au travers de cette plateforme, c'est de pouvoir dire qu'en fait, on va par exemple gérer les multi-identités. Qu'une personne qui veut aller à un événement, elle n'est pas obligée de montrer sa vraie identité, parce que ça peut être un événement, par exemple, sur la question des transgenres, ça peut être un événement sur, je sais pas, les alcooliques anonymes, ça peut être un événement sur tous les types d'événements sur lesquels on n'a pas forcément envie de mettre son vrai nom et vrai prénom, c'est possible de le faire comme ça.
Et puis on est parfois aussi pas binaire, donc on peut aussi montrer différentes identités en fonction de qui on a envie de se présenter. Ça, c'est un exemple qu'on a mis en place dans Mobilizone. Après, Mobilizone permet aussi d'avoir, on va dire, tous les groupes sont ouverts, libres, accessibles, et justement, on ne va pas venir capturer nos données comme le fait Facebook ou Meetup, par exemple. Donc, je pense que cette question d'expérience utilisateur, elle est là aussi pour montrer des valeurs, pour montrer que, certes, l'utilisateur peut s'engager, mais que la plateforme en face peut s'engager aussi, que la structure, qui est une association, peut s'engager aussi. Et quand on s'engage, bah voilà, ça permet parfois de créer un mouvement, en fait, de faire en sorte que les gens, un mouvement de groupe, pour que les gens puissent aussi s'orienter dans le même sens, quoi. D'accord, ok, très bien, merci. Pour arriver à une première conclusion, est-ce que par rapport à nos auditeurs, est-ce que ou les étudiants qui peuvent également nous écouter, est-ce que tu peux leur dire comment ils peuvent s'engager dans le design? Est-ce qu'il y a je sais pas, comment toi tu fais pour t'engager dans le design? Il y a plein de façons de faire, en fait. Moi, personnellement, quand je me suis dit que j'allais vouloir bosser pour la biodiversité, pour les réfugiés, pour les personnes sans abri, pour les droits des femmes, etc., c'est parce qu'en fait, il y avait des sujets qui me révoltent, qui m'énervent, qui me chagrinent, qui me rendent triste, qui me donnent envie de bouger, en gros. Et je me suis dit, bah voilà, tous ces sujets, on en a tous, hein, et les étudiants, ils en ont aussi, je le sais. Là, quand je fais des workshops avec des étudiants, il y en a qui sont hyper engagés sur plein de sujets, très différents parfois, et il n'y a pas une cause meilleure qu'une autre, hein. Toutes les causes, il y a des choses intéressantes à aller s'engager dedans. Et en fait, à partir de ça, transformer cet énervement, cette énergie, cet agacement parfois, cette colère aussi, en truc constructif, et pas en truc destructif. On ne va pas aller casser des machins, on va aller construire quelque chose pour changer, en fait, pour faire changer un système, pour faire changer la mentalité, pour faire changer le regard des gens, et que ça peut être pas forcément toute la population française ou toute la population mondiale, ça peut juste être aussi, ça peut toucher 10 personnes, 50 personnes, déjà c'est bien, déjà c'est un bon début. Et c'est pas la quantité de personnes qui sera touchée qui fera la qualité du projet, évidemment. Donc je pense que le premier point de départ, c'est de faire la liste des trucs qui nous révoltent, qui nous agacent, qui nous ennuient, et se dire, voilà, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire en tant que designer? C'est quoi mes compétences? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je vais aller m'engager? Est-ce que je vais aller contacter la structure qui est une association sur les droits des femmes? Est-ce que je vais faire un projet dans mon coin, je vais le diffuser et je vais voir ce qui se passe? Est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais faire des affiches? Est-ce que je vais... Voilà. Là-dessus, il y a plein de façons de commencer, et je pense qu'il faut garder l'humilité de faire des projets qui soient petits, qui soient humbles, qui soient simples, qui soient accessibles aux gens aussi, et de pas se dire je vais révolutionner la planète avec un projet en mode start-up et demain la famine dans le monde aura disparu, quoi. Bah non, en fait, s'il y a déjà 10 personnes qui peuvent manger à leur faim autour de mon quartier, bah, c'est déjà bien. Et si je peux contribuer un peu à ça, bah, déjà c'est un bon début. Ça fait combien de temps que tu te dis, moi, designer engagé? Tu disais 15 ans, je crois, c'est ça? Bah, je me dis pas designer engagé, je fais juste du design, et pour moi, le design se doit être engagé. Donc, par essence, voilà, le reste, je n'appelle pas ça forcément du design. Mais ça fait 14 ans que je suis designer indépendant. Et ça fait 14 ans que je bosse sur plein de projets. Après, quand j'ai commencé, lors de mes premiers stages, j'ai bossé pour des cabinets d'architecture, j'ai fait des bannières pour McDonald's, pour des trucs de bagnole. J'ai fait ce que j'ai pu, en fait, j'avais 20 ans, j'ai fait les trucs pour gagner ma croûte au début. Et puis petit à petit, bah, je me suis tout doucement, j'ai commencé à remplir un peu les commandes. Puis j'ai commencé à dire non sur des projets. Et puis je me suis détaché des projets qui me rebutaient et qui me repoussaient pour aller ensuite m'engager dans des projets qui m'interpellent, quoi. Et donc c'est une espèce de transition qui est longue, qui est fastidieuse, mais une fois qu'on l'engage, on peut plus forcément revenir en arrière, quoi. Donc, Geoffrey, après cette dizaine ou quinzaine d'années d'expérience, qu'est-ce que tu retires de l'ensemble des expériences que tu as aujourd'hui? Je ne te demande pas de résumer tes 15 ans de travail, mais comment quelle approche tu as, etc. Comment tu vois les choses? Bah, pour moi, c'est une approche de travail différente que j'ai pu développer au fur et à mesure des années. Avec bah, déjà le fait de pouvoir dire non à des projets, et de s'éloigner des projets sur lesquels on ne souhaite pas aller. Et donc, quand on s'éloigne d'un truc, on se rapproche d'un autre, et donc de s'orienter et de se rapprocher vers
de se rapprocher vers des projets plus sociaux, plus humains, etc. Donc ça, pour moi, c'est un changement de direction qui s'opère au fur et à mesure des années. Le deuxième truc par rapport au travail, c'est aussi que en fait, c'est venu m'apporter beaucoup plus que juste de l'argent et des projets. Ça m'a apporté surtout des expériences, on va dire, qui sont sociales, qui sont touchantes, qui sont émouvantes. Là, j'avais travaillé, comme je te racontais, avec une association pour la question des droits des femmes. Et avant de faire quelconque projet design, j'ai fait des interviews avec elle pendant j'ai vu une dizaine de personnes et on a fait ça pendant quelques jours. Et quand tu vois des parcours de vie que les femmes te racontent sur leur vie compliquée, parfois et très, très douloureuse, très difficile, en fait, ça change vraiment le regard et ça vient aussi changer, pas forcément juste mon regard de designer, mais mon regard d'être humain, quoi. Et tout ça, pour moi, c'est que ce soit avec des réfugiés, que ce soit aussi avec des projets sur la biodiversité, la nature, etc. Ça, c'est des choses qui viennent marquer, qui viennent changer le regard et qui viennent changer l'humain que je suis sur mon travail. Donc en fait, ce que je retire de ça, c'est aussi ça, c'est de pouvoir faire en sorte que moi, quand je travaille et que j'apporte des choses, des projets, des interfaces, du graphisme, des identités visuelles, etc., en fait, je repars avec beaucoup plus que juste un peu d'argent et avoir fait un beau projet. Je repars avec des choses beaucoup plus profondes que ça et je repars avec des idées, avec des idéaux, avec des émotions, avec des expériences que j'ai eues dans les échanges que j'ai pu avoir avec les gens, etc. Donc en fait, c'est tous ces éléments-là avec lesquels je repars et pour moi, c'est ce que je retire de cette démarche, c'est que c'est plus que juste un métier, en fait, c'est vraiment la prolongation de mon approche au monde, quoi. D'accord, ok. Merci. Non. Et quelles erreurs as-tu fait au cours de ta carrière j'ai fait des erreurs comme tout le monde au début de carrière. J'ai commencé à 20 ans, donc forcément, quand on commence en tant que freelance, on oublie de faire signer un devis ou de faire une facture comme il faut. On travaille trop vite, on travaille pas assez vite. Voilà, des erreurs, on va dire, au début de carrière, mais normales, comme tout le monde. Et puis après, je pense que je sais pas si c'est des erreurs ou pas, mais je sais que j'ai tendance à pas me retourner sur mes projets, que j'enchaîne les projets et que je regarde jamais en arrière et que je regarde pas les conférences que j'ai pu faire, tous les projets que j'ai pu faire. Voilà, je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai remarqué chez moi. Je reviens jamais sur tous les projets que j'ai fait l'année dernière ou l'année d'avant, et voire même je les oublie, et j'avance de projet en projet, et sans réfléchir plus que ça. J'avance, et puis je crée en général, parce que c'est vraiment une passion, et donc voilà. Je sais pas si c'est vraiment une erreur, mais en tout cas, c'est un truc qui me questionne parfois. Des fois, je me dis, j'aimerais bien voir l'intégralité des projets que j'ai fait, et ça m'arrive un peu quand je retombe sur mes vieux disques durs, que je replonge dans mes vieux projets, et je me dis, ah oui, j'avais fait ça, je me rappelle plus. Mais voilà, je sais pas si pour tout le monde c'est pareil, ou si c'est moi qui fais pas attention à ce que j'ai fait avant, quoi. Et donc tu aimerais avoir un peu plus de temps pour toi pour replonger dans le passé, quoi, en fait. Je sais pas, et encore, hein, je me dis qu'au final, je serais peut-être nostalgique, ou alors au contraire, je me dis, ah là là, j'ai fait des trucs nuls, faut pas que je les regarde. Je sais pas, je préfère avancer. D'accord. Et donc le pendant, quelle réussite es-tu fier aujourd'hui? Alors, fier, c'est un bien grand mot, hein. Je pense que, comme je le disais, j'en suis qu'au début de ma carrière, entre guillemets. Il y a encore tellement de choses à faire, et puis je me vois pas arrêter le design un jour ou arrêter de faire des projets un jour. J'ai tellement de marge de progrès encore à faire. Aujourd'hui, ce dont je suis content, on va dire, c'est de pouvoir être le plus autonome et le plus indépendant possible. Et donc, autant que ce soit dans mon métier, de pouvoir déjà dire non à des trucs, de pouvoir orienter les projets un peu comme je veux, et en parallèle, voire en complémentarité à mes compétences de designer, je suis content de pouvoir me former à d'autres trucs, me former à la permaculture, au travail du bois, au travail de l'apiculture, au travail de la coutellerie, à tous ces trucs-là. J'essaye de vraiment, on va dire, venir enrichir mes savoirs et mes savoir-faire avec des choses qui pour moi sont très proches du design, mais qui aujourd'hui sont pas forcément toujours en lien. Quand on parle de permaculture, le design il a l'air loin. Quand on parle de travail du bois, en apparence, le design il est loin. Et pourtant, en fait, je suis persuadé qu'il y a des liens très forts entre tout ça. Et pareil pour l'apiculture, le lien entre l'apiculture, les abeilles et le design, il y a plein de choses passionnantes. Donc voilà, pour l'instant, je me forme, j'apprends, je suis curieux et je développe ces compétences-là pour aujourd'hui et puis pour plus tard aussi. Et
et je sais qu'il y aura des liens que je vais tisser déjà avec mes compétences de designer et avec tous ces apprentissages. Donc ça, j'en suis content de ça, ouais. Je développe ça. D'accord, merci Geoffrey. Pour terminer, j'aimerais te poser donc 3 questions. Donc, on l'a bien compris, tu as une société où tu es indépendant et que tu veux continuer à rester indépendant. Donc, la première question va être un petit peu difficile. C'est les questions fil rouge en fait que je pose un peu à tout le monde. C'est est-ce qu'il y a une société dans laquelle tu aimerais aujourd'hui travailler et pourquoi? Donc, autre que la tienne, est-ce qu'il y a une société ou un type de société idéale où tu aimerais travailler? Alors, je pourrais faire, c'est une belle question, je pourrais faire un jeu de mots avec le mot société pour te dire que j'aimerais que ce soit une société égalitaire où les droits des hommes sont égaux aux droits des femmes, une société dans laquelle les gens mangent à leur faim. Voilà, tout au sens pas comme tu l'imagines du mot société. Toi, tu voulais dire entreprise, j'avais bien compris. Oui, voilà, tout à fait. Une entreprise dans laquelle j'aimerais travailler, là, pour l'instant, je sais vraiment pas. J'ai jamais cherché à être dans un CDI, un CDD. J'ai toujours refusé les CDI, les CDD quand on me les a proposés. J'ai déjà travaillé en intégré pour des entreprises. Hein, voilà, quand j'ai commencé, j'avais travaillé un peu pour Orange, j'ai travaillé pour le commissariat à l'énergie atomique, etc. Bon, c'est des structures qui sont assez grosses et voilà, mais j'ai jamais réussi à tenir plus de 3 mois, je crois, ou 2 mois dans une structure comme ça. Mais voilà, en fait, une société idéale, je pense, ça n'existe pas. Il y a des modèles de société qui sont intéressants que je vois se développer. Je crois que ça s'appelle Allocratie. Je ne sais pas si ça te parle, les sociétés non, c'est Holacratie, pardon. Non, je connais pas, non. C'est des systèmes de gouvernance, en fait, dans des entreprises qui sont basés sur, on va dire, ce qu'ils appellent l'intelligence collective. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir quelques principes, de se dire, en fait, il n'y a pas de manager. Les gens décident de quel projet rentre, ils décident ensemble. Et si on travaille ou pas pour tel client, on le décide ensemble. Ils décident ensemble les salaires aussi des employés, etc., etc. Donc tout se fait, on va dire, de façon horizontale, et chacun aussi décide de son rôle dans la structure. Donc ça s'appelle l'holacratie, et il y a quelques entreprises de design qui commencent à se structurer là-dedans, notamment en Suisse. Et ça, je pense que si je devais m'approcher d'une entreprise, ce serait en tout cas avec ce modèle de gouvernance-là. D'accord, ok. Je pense que ça se rapproche un peu des systèmes de COP que j'ai vu dernièrement. J'ai vu un article dernièrement. Je crois que l'année dernière, entre l'année dernière et cette année, il y a eu plus de 300 entreprises qui ont adopté ce modèle de COP. Ouais. C'est pas encore tout à fait le même modèle c'est pas exactement le même modèle que ce que tu proposais. Moi, tu nous parlais, mais ça s'approche assez fortement de ce type de société. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement les salaires qui sont clairs pour tout le monde, où on échange sur les salaires. Les projets aussi qu'on doit accepter ou pas, ils sont tous échangés. C'est vraiment intéressant comme type de société. Ouais, il y a plein de modèles à imaginer là-dessus. Et pareil, hein, j'invite, je ne sais pas s'il y a des designers ou des jeunes designers qui nous écoutent, mais de se dire, demain, si je veux créer une société, une entreprise, ou si j'en trouve aucune qui me corresponde, comment je vais designer cette structure, cette société, à quoi elle va ressembler? Ça va être quoi les modèles financiers? Est-ce que ce sera une société qui sera basée sur le capitalisme ou sur autre chose? On peut tout remettre à plat et repenser, comme un designer, le type de structure dans lequel on veut s'organiser pour travailler, quoi. Absolument, oui, tout à fait. Geoffrey, pour la deuxième question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer, s'il te plaît? J'essaye justement, je pense que je suis un peu un designer comme les autres, j'essaye pas de me différencier des autres designers. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie de ressembler aux designers que j'admire ou que je trouve bien intéressants. Et je pense notamment à quelqu'un comme Étienne Mineur, qui est, pour moi, ça a été un des enseignants, ça a été c'est un ami, et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le même atelier. Et il m'a toujours, on va dire, tendu la main en tant qu'étudiant. Quand j'étais étudiant, il m'a toujours considéré comme un jeune professionnel et comme un alter ego en tant que designer. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai des jeunes designers même des gens qui sont des jeunes qui sont pas encore designers, qui veulent s'orienter
vers des études de design ou des jeunes qui sont diplômés, etc. J'essaie de faire pareil que ce qu'il a fait, à savoir toujours dire OK pour prendre un café, pour faire un Skype, pour se téléphoner, pour répondre à un email, pour répondre à des questions, pour encourager, etc. Toujours, on va dire, être à l'écoute, toujours répondre. Et ça, je le fais depuis très 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 longtemps. Et donc voilà, j'essaie d'être un designer qui transmet aussi certaines valeurs au travers de ça, quoi. Comme j'ai pu le recevoir d'Étienne Miner, par exemple. D'accord, ok, merci. Et est-ce que, donc la troisième et dernière question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans ? Alors, comment je vois mon métier dans 10 ans ? C'est une excellente question. Dans 10 ans, je serai encore plus vieux qu'aujourd'hui et je ne sais faire que du design. Donc, je serai sûrement encore designer, mais par contre, dans un monde qui aura changé totalement de facettes, de visages. Et donc, justement, pour moi, l'idée, c'est de m'armer en tant que designer, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, avec ce monde qui se transforme et donc en augmentant mes capacités, en élargissant mes compétences et ma vision en tant que designer, mais aussi en tant qu'être humain, au travers évidemment de toujours ces questions sur l'environnement, la biologie, la permaculture, l'apprentissage autour des ruches, des abeilles, la coutellerie, le travail du bois, etc., etc., etc. Plein de domaines que j'explore, sur lesquels je travaille, que j'expérimente, sur lesquels je me forme, et tout ça pour venir, on va dire, enrichir, compléter autant mon métier que qui je suis, parce que pour moi, les deux sont vraiment liés. Voilà, cette interview est à présent terminée. Je voulais remercier Geoffrey pour la qualité de ses réponses. J'espère que vous aurez eu tout de même une bonne écoute. En fait, je vous explique, j'ai eu quelques petits soucis techniques puisque Geoffrey était à distance et je n'ai pas pu l'enregistrer en face à face. Et ce qui explique de temps en temps qu'il y a eu quelques petits soucis techniques. En tout cas, j'espère que la qualité n'aura pas été moindre et que, en tout cas, cette interview vous aura plu. Pour terminer cette interview, je laisse le mot de fin à Geoffrey et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine interview sur Design Plus. En tous les cas, je voulais beaucoup te remercier, Laurent, pour cet échange. J'espère que l'enregistrement sera de qualité et que tout aura bien fonctionné. Et puis au plaisir d'écouter les autres interviews que tu feras. Merci encore. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!